Qu'est-ce que la vision à distance? Quelles sont les applications? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on en fait? Et pourquoi ça a du sens de voir ça? Eh bien, c'est cette idée de proposer un processus, étape par étape, de manière à avoir accès à l'information que l'on souhaite au moment où on le souhaite. L'être humain ne peut pas être emprisonné. C'est ce qu'avait formulé Nelson Mandela en disant que il ne s'était jamais senti aussi libre qu'entre les quatre murs de leur prison. Cette prison leur avait fait prendre conscience de leur puissance intérieure et leur a fait prendre conscience de cette capacité qu'a notre conscience d'aller au-delà des murs, au-delà du temps et de l'espace. Pratiquer la vision à distance, dont tout le monde est capable, c'est aussi un moyen de reconnecter avec cette puissance intérieure. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Et ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée du Canal de l'âme et des mondes invisibles. Alors ce soir, nous sommes avec Valérie Mazet. Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Moi ça va très bien, merci. J'espère que vous tous aussi. Alors, bah oui, on espère que tout le monde va bien. Alors je vois dans le chat que vous êtes déjà là et déjà nombreux. On a des personnes de Lyon, de la Côte d'Ivoire, de Montélimar, de Guadeloupe, de Bruxelles, du Tarn. Voilà, c'est une conférence internationale, Valérie. Alors, bah écoutez, merci à vous d'être là ce soir. Est-ce que vous pouvez juste nous mettre un petit mot dans le chat pour nous dire si vous nous entendez et si vous nous voyez bien? Et puis, bah, pendant ce temps, Valérie va nous faire un petit plaisir. Tu vas te présenter à nos auditeurs. Et puis après, on parlera de ce beau sujet du voyage dans le temps, du voyage dans l'espace-temps et de tout ce que ça peut vouloir raconter et comment est-ce qu'on peut utiliser ça effectivement, surtout en ce moment. Hein. Alors Valérie, qui es-tu? Qui suis-je? Eh bien, en fait, je me suis toujours offert le luxe de mélanger très fortement vie professionnelle et vie personnelle. Donc les deux sont étroitement liés chez moi parce que ma profession a toujours été une passion. Et en fait, il y a eu deux étapes. La première étape, pendant une vingtaine d'années quand même, où j'étais directrice de communication dans l'univers de la vulgarisation scientifique. Donc je pourrais résumer en disant que j'étais ultra rationaliste, ultra sceptique. Et dans ma vision du monde de l'époque, tout devait être démontré, validé par la science. Et puis burn-out, à un moment donné. Et là, je m'aperçois que la science et dans ses applications, notamment la médecine, n'ont pas de réponse à mon mal-être de l'époque. Et donc, je me tourne vers autre chose, ce que je peux trouver. Et en l'occurrence, ça commence par les médecines alternatives. Et puis, j'élargis. Et me voilà partie sur l'exploration des savoirs ancestraux. Et ça, depuis une quinzaine d'années. Donc au fur et à mesure, eh bien, je fais comme beaucoup, je me forme à différentes approches énergétiques. Et je garde tout au long cette double vision à la fois de ce que j'ai pu apprendre pendant les 20 ans passés dans ce milieu de la vulgarisation scientifique, qui était plus précisément les sciences de l'univers, et puis ce que je découvre au fur et à mesure dans mes différentes explorations, aussi des explorations chamaniques, qui m'emmène vers des savoirs dont je m'aperçois au bout d'un moment, comme beaucoup, qu'ils rejoignent très exactement les sciences à leur point le plus avancé. Et donc j'ai gardé ce double regard, toujours d'un côté à essayer d'équilibrer entre le cerveau gauche, le cerveau rationnel, la vision rationnelle, et puis le cerveau droit, la reconnexion avec l'intuition et l'exploration des mondes invisibles, des mondes de la réalité non ordinaire, comme on dit du côté des chamans.
Et là maintenant, je transmets eh bien ce que j'ai pu glaner comme information pendant toutes ces années, la manière dont j'ai pu arriver à transformer un certain nombre de défis auxquels nous sommes beaucoup à être confrontés, auxquels tout être humain est confronté. Et donc me voilà ce soir pour parler du voyage dans l'espace-temps. Et Super, donc de la reconnaissance, de la reconnaissance, de la prise de connaissance des mondes invisibles. génial. Moi, ce Voilà. que je trouve super intéressant dans ce que tu nous racontes de toi, Valérie, c'est que souvent dans tout ce domaine du monde de l'invisible, on a plein de personnes dont je fais partie, hein, qui font des choses, mais on n'a absolument pas de côté scientifique parce qu'on n'a pas eu cette formation-là, on n'a pas appris ça. On est vraiment juste nous dans l'expérimentation du monde invisible. Et moi, je trouve ça super que tu aies les deux parce que peut-être que ça permettra à certaines personnes de mieux comprendre comment tout ça se passe, parce qu'il y aura à la fois le côté un peu magique et puis en même temps un côté rationnel parce que effectivement j'ai l'impression qu'on peut démontrer plein de choses maintenant au niveau scientifique. Donc et du coup je comprends mieux pourquoi le thème de ce soir, voyager dans l'espace-temps. Alors comment on fait? C'est quoi l'histoire? Comment on fait tout ça? Alors, bah, ce qu'on va voir ce soir, qu'est-ce que l'espace-temps déjà? Qu'est-ce que cet espace-temps, ce continuum espace-temps? Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que le temps? Comment s'articule tout ça? Est-ce que l'univers, les mondes de la réalité non ordinaire dans lesquels les chamans voyagent sont les mêmes que ceux que l'on explore quand on fait une vision à distance? Qu'est-ce que la vision à distance? Quelle est la différence par rapport à une exploration chamanique? Quelles sont les applications? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on en fait? Et pourquoi ça a du sens de voir ça dans une actualité particulièrement contrastée que bien sûr tout le monde a remarqué. Oui, Voilà. et tout au fur et à mesure de la conférence, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je les transmettrai au fur et à mesure à Valérie. Oh, absolument. J'aurais presque envie de te proposer, Muriel, de mettre une image de fond pendant que je vous raconte toutes ces histoires, parce que là nous allons partir très loin. Donc je propose une image qui est la même pour tout le monde, donc qui est une image de montagne. Voilà. Bon, les sommets sont un peu coupés, mais on voit, voilà, nous sommes maintenant là au niveau de la montagne. Et tout en restant à ce niveau-là, je vous propose de venir avec moi déjà, en m'écoutant, le 3 novembre 2003, c'était il y a 17 ans, nous sommes aux États-Unis et 64 personnes sont réunies lors d'un séminaire de 2 jours pour qu'on leur enseigne le remote viewing, à savoir la vision à distance. Et donc ces 64 personnes qui sont des personnes, je dirais lambda, c'est-à-dire que ce sont des actifs qui ont nous avons des étudiants, des personnes en activité de métiers très très divers, jusqu'à des retraités. Et ces 64 personnes, pendant ces 2 jours, apprennent la vision à distance, c'est-à-dire qu'on leur apprend à aller chercher de l'information au-delà du temps et au-delà de l'espace, et à ramener cette information, qui est une information objective, donc, sur des faits particuliers, et à la retranscrire sous forme de dessin. Et à l'issue de ces 2 jours, une proposition est faite à tout ce groupe, et 47 personnes acceptent cette proposition. La proposition est de se livrer à une expérience en double aveugle. Et la question posée est la suivante. Dans la mesure où Saddam Hussein n'a jamais été encore retrouvé et se cache quelque part en Irak, on propose à ces personnes d'aller chercher l'information et de décrire l'endroit où se trouve Saddam Hussein le jour de sa capture
et dans quelles conditions il est, qu'est-ce qu'on peut trouver comme information sur son environnement, sur son état d'esprit, etc. Et voilà parti les 47 personnes. C'est une expérience en double aveugle puisque à l'époque, il n'est pas arrêté, donc on n'a pas l'information, on ne peut pas la comparer à une réalité. Et donc la recherche est faite sur un événement du futur. Les 47 personnes fournissent leurs dessins et leurs descriptifs et est retenue une analyse appelée consensuelle, c'est-à-dire qu'on va retenir uniquement les éléments qui font consensus. Par exemple, si la majorité des personnes décrit un environnement sec et quelques personnes décrivent un environnement luxuriant, exotique, etc., eh bien on retiendra l'environnement sec comme une information objective. Et donc ces résultats sont dépouillés. Et puis le 13 décembre suivant, Saddam Hussein est arrêté. Et donc ceux qui ont mené l'expérience sont en mesure de comparer les informations rapportées par ce petit groupe et les informations données très très abondamment par les médias à l'époque. Et donc, les personnes qui ont décrit l'événement à l'avance ont décrit l'exact environnement. Donc, il est arrêté aux environs de Tikrit dans une maison et il est dans une cave, ce qui était exactement décrit. Les personnes avaient décrit un look de homeless, de sans-abri, et un pistolet, et deux personnes avec lui, et une forte somme d'argent. Effectivement, il est retrouvé avec, je ne sais plus si c'est 450 ou 750 000 $, enfin une somme énorme en petites coupures. Tout ça pour mettre en lumière le fait que les personnes, par la simple vision à distance, ont été en mesure de fournir un certain nombre d'éléments objectifs qui se sont avérés exacts. Alors cette illustration est tirée d'un livre que je vous recommande très très chaudement, qui s'appelle Ouverture vers l'infini de Stefan A. Schwartz. Stefan A. Schwartz, alors soit on prononce à la française, soit à l'anglaise. Donc A plus loin Schwartz. Et cette personne c'est un chercheur en non-localité de la conscience. Je ne sais pas si je dis ça dans le bon sens. C'est un chercheur plus exactement sur la conscience non locale. Et il a passé sa vie à la fois à faire des recherches sur le sujet, à former les gens, et aussi à appliquer ça dans sa grande passion et qui était aussi son métier, à savoir l'astrologie, non, pas l'astrologie, l'archéologie intuitive. Et c'est ainsi qu'il raconte dans ce livre d'une manière totalement passionnante, non seulement l'événement que je viens de vous décrire avec beaucoup plus de précision et tout un tas de références scientifiques qu'on ne donnera pas ici, et il raconte comment il a découvert notamment l'ancien palais de Cléopâtre, les ruines du phare d'Alexandrie, etc., etc. Donc je vous recommande chaudement ce livre qui donne énormément d'informations sur la manière de pratiquer la vision à distance et sur les applications qui peuvent être faites non seulement dans le domaine civil, mais aussi dans le domaine militaire, puisque les Américains, entre autres, j'imagine, utilisent ces savoir-faire depuis au moins les années 50. Voilà, donc j'ai utilisé cette illustration comme anecdote pour commencer un petit peu à poser l'ensemble de ces éléments. Et donc je voudrais maintenant
me focaliser un petit peu et vous emmener sur l'idée de passé, présent, futur, qui nous emmènera après vers la notion d'espace. Qu'est-ce que c'est voyager dans le temps? Puisqu'on a toujours appris que c'est impossible. Hollywood nous a donné des films comme Retour vers le futur, etc. C'est très très drôle. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que voyager dans le temps? On pourrait parler des heures du temps. Il y a un physicien français qui le fait très bien, c'est Étienne Klein. Et il a été tellement marqué dans son enfance par le temps qui ne s'écoulait pas quand il était en vacances chez ses grands-parents, qu'il en fait des conférences. Il en a fait un de ses sujets essentiels de recherche. Le temps. Qu'est-ce que le temps? Parce que nous avons tous cette notion d'élasticité du temps. Un moment ennuyeux, le temps va nous sembler d'une longueur pas possible. Et puis, un moment passionnant, le temps va s'écouler très très rapidement. Nous avons aussi une perception du temps qui nous est enseignée à l'école, qui est la perception chronologique du temps linéaire. Donc, on a l'année 1500 ici, puis on représente une flèche avec l'année 1800, etc., etc. Et donc, on voit que le temps s'écoule comme ça, de gauche à droite, de manière linéaire. Ça, c'est notre représentation dans le monde donc de la 3D, on va dire ça comme ça. Mais au final, Einstein était le premier à dire que le temps n'existe pas. Que voulait-il dire quand il disait ça? C'est très simple. Là, je suis en train de prononcer une phrase. Je suis dans le présent. La phrase que je viens de prononcer est déjà dans le passé. La phrase que je vais prononcer dans une seconde est encore dans le futur. Ce qui veut dire que nous vivons constamment une succession de présents. Seul le présent existe. Le passé est un ensemble d'énergie, plus précisément un ensemble d'informations mémorielles stockées, et le futur est un ensemble d'infinies possibilités dont certaines seulement vont s'activer. Donc naturellement, nous voyageons déjà dans le temps. Lorsque nous appelons une mémoire, si je veux appeler la mémoire de mon anniversaire de 16 ans, quand j'avais 16 ans, alors j'appelle cette mémoire et je peux quasiment revivre cela en activant cette mémoire. Je peux ressentir les sensations, mon corps peut réagir, je peux littéralement revivre physiquement certains événements que j'ai déjà vécus. En ce sens, je peux voyager dans le passé, qui est mon passé, c'est-à-dire celui de mes propres données et de ma propre perception. On peut également naturellement voyager dans le futur, puisqu'on peut imaginer le futur. Chacun aujourd'hui peut imaginer ce qu'il va faire demain, peut imaginer comment sera la planète dans 1 an, et peut imaginer comment elle sera dans 500 ans. En ce sens-là, nous voyageons déjà, soit par le souvenir, soit par l'imagination. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller voyager dans l'espace-temps pour obtenir des informations objectives? Et là, on arrive sur la notion d'espace quantique. Alors, l'espace quantique, c'est un espace qui a été décrit dès le début du XXe siècle par les physiciens quantiques, mais qui était déjà connu au temps des Gréco-Romains. Ils portaient comme nom l'éther, et ce mot est revenu au XIXe siècle d'ailleurs. Mais il était aussi connu au temps très très éloigné, où on retranscrivait les connaissances en sanskrit du côté de l'Inde védique. Et donc cet espace qu'on appelle le champ quantique
C'est un espace qui a été très très étudié par, par les théoriciens de la physique quantique, qui ont décrit l'existence d'un champ énergétique, d'essence quantique donc, qui est à la base de toute chose et qui porte donc ces différents noms. Alors on va appeler ça champ quantique, champ de cohérence universelle, esprit de la nature, alors esprit de la nature au singulier, esprit de la nature au singulier, puisque les esprits de la nature, c'est encore autre chose. Bibliothèque du cosmos, ça c'est le physicien Massimo Teodorani. Et matrice, ça c'est Max Planck, dès 1944, décrit, c'est le fondateur de la théorie des quanta, et il décrit ce champ comme étant la matrice. Le théoricien hongrois Ervin Laszlo, dont je recommande chaudement les différentes vidéos que l'on peut trouver sur Internet, lui fait directement le lien avec l'expression champ akashique. Alors akasha en sanskrit, ça signifie ciel cosmique. Et donc, pour la science, ce vide quantique est un vide qui en fait qui fourmille d'informations, et le principal vecteur qui relie toute chose dans l'univers, du simple organisme à l'esprit, c'est l'information. Et donc, ce champ, donc on va l'appeler champ akashique ou champ quantique, comme vous souhaitez. On peut aussi le trouver sous le nom de holochamp, et sous encore différents noms, mais on ne va peut-être pas tous les citer. Tout cela pour vous dire que c'est très très fortement exploré depuis pas mal de temps. Et bien tous ces champs se regroupent à un moment donné qui s'appelle le point zéro. Et c'est à ce point zéro que la réalité se crée, parce que dans l'univers quantique, on parlait de l'infini des possibles. Je sais qu'on parle aussi beaucoup de lignes de temps pour figurer ça. Restons sur l'infini des possibles. Eh bien, l'infini des possibles, vous avez une infinie de possibilités. Eh bien, une seule possibilité va être activée dans le champ quantique et toutes les autres vont s'effondrer. Et par quoi elle est activée? Par le regard de l'observateur. Et donc, c'est vraiment la manière dont se crée notre réalité. Et c'est une manière aussi de nous montrer, enfin de nous permettre de voir que nous sommes créateurs de notre réalité. C'est quelque chose que l'on retrouve vraiment dès lors qu'on commence à faire une recherche spirituelle. Et j'aimerais insister là sur le fait que ça a une vraie base scientifique. Signalons par ailleurs que la science la plus en pointe aujourd'hui est encore assez loin d'avoir remonté le fil des connaissances des traditions, par exemple védiques ou autres. Donc voilà, c'est dans ce champ que nous allons plonger pour aller chercher de l'information. Donc qu'est-ce qu'on voit en explorant ça? C'est que de l'Inde védique ancestrale au monde de la réalité non ordinaire de l'ensemble des chamans de la planète, qu'ils soient en Amazonie, en Mongolie, en Europe, bien qu'ils aient été décimés à une période, on a un revival de ces savoirs qui ont quand même été transmis. Qu'on parle donc de monde de la réalité non ordinaire, tous ces noms, tous ces champs d'exploration regroupent en fait une infinité d'univers qui tous sont parallèles en quelque sorte, coexistent.
Et qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir accès à certains univers ou non? C'est à la fois notre vibration et notre intention. Donc, comment arrive-t-on à voyager dans ces univers? Vous le savez déjà. Et en fait, tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Je ne fais que mettre en lumière des souvenirs qui sont ancrés dans nos cellules, puisque dans nos cellules, nous avons les mémoires de l'ensemble de l'humanité. De la même manière, puisque nous sommes dans un univers fractal, un univers holographique, de la même manière que nous avons un accès à ce champ qui contient toutes nos mémoires, toutes les mémoires de l'humanité, et que l'on connaît aussi sous le nom d'annales akashiques ou de mémoire akashique. Alors, on va rentrer un peu plus précisément dans la manière dont on peut voyager dans ces mondes et les différentes manières et les différentes utilités que l'on peut trouver ou activer. Je ne sais pas si d'ores et déjà il y a des questions sur ce que nous venons de voir. Ce qui me permet de prendre une petite gorgée d'eau. Alors, en fait, pour voir les questions, il faut que j'arrête le partage. C'est pour ça. Okay. Donc, je reviens et je regarde les questions. Voilà, tu vois, par exemple, Chantal qui dit « J'ai eu l'occasion, lors d'un soin chamanique, de faire un voyage dans le passé absolument fabuleux, ainsi qu'une vision de là-haut. » Ouais. Très bien. Ah, alors, il y a une autre question de Christiane qui parle de Philippe Guillemont. Philippe Guillemont. J'imagine que tu connais? Non. D'accord. Ok. Bah, elle demandait si ce monsieur ne serait pas un peu plus avancé que monsieur Klein sur la question du temps, entre autres chercheurs. Donc, ça doit être un... Ah, c'est possible. Hein, ça doit Alors, être un... dans la science, il existe beaucoup de mouvements et certains sont antagonistes, on le voit aujourd'hui, et certains sont beaucoup plus avancés que d'autres. De fait, la manière de présenter le temps d'Étienne Klein est relativement classique. Donc je me renseignerai sur cette personne que je ne connais pas. Ok. Et non, pour l'instant, pas plus de questions que ça. Je crois qu'on est tous en train de t'écouter, en train de se demander effectivement où est-ce que tu vas nous emmener. Alors, Hop là. Donc je repartage l'image, Valérie. On est oui, ok? je veux bien. Hein, et donc pour relire les commentaires, il faudra qu'on départage. Mais on est parti. Allez. Donc nous venons de voir que dans ce champ auquel on peut accéder, eh bien on peut trouver toute forme d'information. Alors ce champ, on peut l'explorer de manière extrêmement diverse et le décrire de manière extrêmement diverse. Et les possibilités sont tellement larges qu'à un moment donné, on a envie de cadrer un petit peu. Quand on découvre les mondes invisibles, c'est un peu comme... enfin, moi, j'imagine toujours ces navires qui partaient en exploration à la Renaissance et qui pensaient trouver une terre plate et qui n'avaient aucune idée qu'il pouvait exister d'autres peuples à d'autres endroits de la planète. C'est un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Alors en fait, quand on commence à explorer ces univers,
on s'aperçoit que il y a tellement de clés d'entrée que le mieux c'est de définir la raison pour laquelle on a envie de les explorer. Alors, on va maintenant voir comment on explore ces mondes. Il y a différentes manières. C'est une aptitude innée que nous avons. Alors, les chamans le font naturellement, mais les pratiquants de zen japonais le font aussi. Les pratiquants de yoga le font également. Les artistes inspirés sont souvent dans cet état qui fait qu'ils vont aller chercher l'inspiration. Alors, toute forme de créativité est en connexion avec ce champ. Nous allons, pour explorer ce champ, toujours passer en état de modifié de conscience. Alors, ça peut être d'une manière parfois assez extrême, ce qu'on trouve par exemple chez les chamans d'Amazonie qui vont prendre de l'ayahuasca et faire un certain nombre de rituels. L'ayahuasca, c'est donc cette plante qui altère l'état de conscience d'une manière très très forte. Il y a des rituels liés au son également chez d'autres chamans, souvent chez les chamans amérindiens. Là, on passe par le son du tambour notamment. Et puis, dans la vision à distance, on va passer tout simplement par la méditation. Alors ça, c'est une autre approche. Et la différence entre la vision à distance et l'exploration dans les mondes invisibles, que font très naturellement énormément de personnes, eh bien, ça va être à la fois l'intention, la vision du monde et les informations que l'on va chercher. La principale différence, par exemple, entre les explorations chamaniques et la vision à distance, ça va être que dans les premières, on va quand même avoir un environnement extrêmement onirique et on va chercher des informations du domaine du subjectif. Alors qu'en vision à distance, nous allons aller chercher des informations qui sont plus du domaine objectif, et ce, eh bien en restant assis ou à notre bureau avec une feuille de papier et un dessin. Donc l'approche est très très différente, l'intention également aussi. Alors maintenant, quel est l'intérêt de faire ces voyages? Alors ils sont nombreux et ils vont du plus trivial, comme la recherche d'un animal que l'on a disparu, notre animal qui a disparu, notre animal de compagnie a disparu, on le cherche, à des questions beaucoup plus diverses ou ambitieuses. Donc, pour revenir sur la vision à distance, qui est le sujet que je souhaitais vous proposer actuellement, l'approche est la suivante. On passe par de la méditation, et laquelle passe par de la respiration, évidemment. Cette méditation et cette respiration nous permettent de nous connecter à notre zone en lien avec l'intuition, à savoir le cœur. C'est par là que nous allons passer dans cette au-delà du continuum espace-temps, dans cette zone où le temps n'existe plus, c'est-à-dire où on va pouvoir voyager dans n'importe quelle partie de l'espace et du temps par la conscience. Et donc, on va pouvoir aller chercher des informations qui sont en lien avec une problématique que nous pouvons avoir. Et là, je vous laisse formuler ce qui serait intéressant pour vous d'aller chercher comme information dans ce genre d'approche. On va avoir une application pratique tout à l'heure.
Ah, on fera une petite méditation? On va faire une petite méditation. Je vais vous proposer un petit voyage dans le futur proche. Ouais. Et donc, pour illustrer cette application pratique, nous Super. ne ramènerons pas d'informations, mais nous aurons déjà eh bien, nous ferons déjà ce petit voyage dans le futur proche. On pourrait choisir un futur plus lointain, mais là, je pense que le futur proche va être intéressant, vu l'actualité du moment. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire? En fait, nous avons tellement de possibilités de voyager dans l'espace-temps que nous devons nous focaliser sur une approche. Les personnes qui se sentent appelées par une pratique d'exploration chamanique, vont aller chercher. Alors déjà, ils vont voyager dans ce que l'on décrit comme étant le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. Selon mon expérience, le monde d'en bas des chamans correspond au passé, aux ancêtres, le monde du milieu au présent, le monde du futur est beaucoup plus en lien avec le monde du haut, pardon, est beaucoup plus en lien avec le futur. Ça, c'est ma perception personnelle. Lorsqu'on on va dans une pratique chamanique, donc on fait des rituels, souvent en lien avec le son, et on va chercher des informations en lien avec la santé, en lien avec la nature. Il y a une très forte connexion avec la nature, ou en lien avec des personnes disparues qu'on va aider dans leur voyage dans l'au-delà. La vision à distance, c'est une approche très très différente parce que elle est plus quotidienne, dirais-je, au sens où on va pratiquer ça, comme je le disais, assis à son bureau. On va aller chercher une information et on va la dessiner. Pourquoi on la dessine? Parce que le dessin permet de transmettre des éléments sans avoir à passer par les mots. Et les mots souvent alourdissent. Parce que c'est plus long d'écrire, de décrire, etc. Un dessin est beaucoup plus vite fait. Alors évidemment, il n'est nul besoin de savoir dessiner pour pratiquer la vision à distance. Un gribouillage suffit. On ne cherche pas à faire des œuvres d'art. Si vous dessinez très bien, tant mieux. Hein. C'est aussi, ça peut être une expression artistique, mais ça n'est pas le but initial. Le but initial, c'est vraiment de ramener des informations. Donc, tu veux dire que quand, par exemple, toi, tu fais pratiquer la vision à distance à des gens, tu leur fais faire un dessin, enfin, tu leur demandes de dessiner ce qu'ils ont vu. Oui, le principe, le processus, c'est le suivant. On rentre en méditation par des respirations. Pourquoi? Parce qu'en méditation, le cerveau passe en état modifié de conscience. Il émet des vibrations différentes. On appelle ça onde θ, peu importe. Et dans cet état modifié de conscience, on est capable d'aller chercher, de percevoir une information. Donc ça va développer aussi notre intuition, notre clairvoyance. Chez certains, ça peut développer la clairaudience, etc. Et donc, on va ramener toute cette information en dessinant. Mais en dessinant des schémas, en dessinant de manière symbolique. Pas en dessinant de manière artistique. Ok. Donc la vision à distance, c'est de la clairvoyance ou pas? Alors, la clairvoyance, c'est une forme de vision à distance. C'est un petit peu différent. La clairvoyance, c'est une faculté que nous avons de voir l'invisible, mais de voir comme on voit physiquement. Ok. Donc ça, c'est un peu particulier. Tout le monde a toutes ces capacités, mais elles ne sont pas activées. Certains les ont naturellement développées. Elles peuvent être activées, mais la vision à distance, c'est encore différent. La vision à distance, c'est une perception. On ne va pas forcément voir, on va retraduire en dessin
Par exemple, si on perçoit une information d'un environnement d'arbre, plutôt que de décrire cet environnement d'arbre, on va dessiner au main levée, si je puis dire, cet ensemble d'arbres. Et donc le fait de le percevoir, ça veut dire que on le ressent ou on le voit? Alors, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Tout le monde espère le voir. Ouais. Et souvent, les personnes visuelles sont celles qui perçoivent le moins en vision, mais qui vont percevoir par des ressentis dans leur corps, par des odeurs, par des sensations, voire par des sons. Donc ça dépend de chaque personne. Mais c'est la même chose pour toute forme de méditation guidée d'ailleurs. Et d'ailleurs, on utilise souvent le mot visualiser, mais bon, le mot imaginer est plus parlant. On transforme cela en image. Ok. Alors, chaque personne est un petit peu différente et va fonctionner différemment. Ok. Alors, j'ai encore quelques éléments à donner quand même avant de passer à une méditation d'illustration. C'est que ce soit, quelle que soit la forme d'exploration que l'on va faire, et donc aussi en vision à distance, on a une très forte nécessité de cadrer le voyage, Oui. de cadrer par l'intention. C'est-à-dire que on doit toujours partir du cœur. Si on ne part pas du cœur, c'est plus délicat dans plusieurs sens, dans la mesure où on n'est pas assuré d'avoir une attitude éthique. En vision à distance, on a un accès à toute forme d'information. Donc la priorité est d'avoir une approche dans le cœur pour avoir une utilisation pour le bienfait de la communauté, de ces informations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avant de s'engager dans ce genre d'exploration, il est bon de se délester de tout ce qui peut nous alourdir. Et donc de passer dans une vibration qui puisse nous permettre de faire une exploration fluide, on va dire ça comme ça. Ça, c'est parmi les éléments importants du processus. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire sur la vision à distance. Est-ce que vous avez des questions? Alors, hop, je te dis ça tout de suite. Alors, il y a Christine qui demande, est-ce que des sensations de vol, comment reproduire cette sensation vécue plusieurs fois? Voler dans le ciel, vers des arbres, dans des rues. Comment reproduire cette sensation fabuleuse vécue plusieurs fois? Ok, donc je reformule la question pour vérifier que je l'ai bien comprise. Après avoir vécu ça naturellement plusieurs fois, comment le reproduire volontairement? C'est bien ça la question? Je crois, oui. Oui, c'est ça. Eh bien, justement, par une approche un peu sous forme de processus, comme la vision à distance ou l'exploration chamanique. C'est exactement ça, c'est-à-dire que certaines personnes le font naturellement, ou alors elles ont des informations sous forme de flash, et
Et en fait, ces informations nous tombent dessus et c'est super, mais on maîtrise pas. On a la sensation, plus exactement, de ne pas maîtriser. Et donc, eh bien, c'est cette idée de proposer un processus pour, de manière étape par étape, et de manière à avoir accès à l'information que l'on souhaite au moment où on le souhaite. C'est exactement ce que nous allons approfondir dans les ateliers qui vont être proposés. Donc, 2 ateliers qui vont nous apprendre la vision à distance. Donc, ils vont être en 2 fois parce que le premier atelier va exposer le processus, va donner tous les tenants et les aboutissants pour à la fois poser l'intention, voir les applications pratiques que l'on va chacun vouloir faire de cette nouvelle aptitude ou cette attitude innée que l'on va redévelopper plus exactement. Et puis nous allons voir aussi un gros morceau qui est toujours comment faire la différence entre le mental qui va vouloir induire des réponses particulières et la véritable préhension d'une information objective. Ça, c'est une partie importante. C'est pour ça qu'on prend le temps de développer ça sous forme d'atelier. Alors, je vous ai mis l'offre en ligne, comme ça en même temps que Valérie nous la détaille et nous l'explique, vous pouvez cliquer sur le lien et vous pouvez voir exactement effectivement ce qu'on va faire lors de ces 2 ateliers. Voilà. Et donc suite au premier atelier, on va pouvoir chacun de notre côté faire l'expérience de cela, s'entraîner pendant une semaine. Et dans le deuxième atelier, nous allons regrouper nos perceptions, nos questions, etc. et organiser un voyage de groupe pour aller chercher une information qui sera utile à la communauté et que l'on définira ensemble lors du premier atelier. Voilà, utile à tout le groupe. Ok. L'idée principale de ces ateliers, et là j'en viens au fond de cette conférence, l'idée principale de ces ateliers, c'est que non seulement vous soyez en mesure de pratiquer la vision à distance, mais surtout que vous soyez en mesure de l'enseigner et de la transmettre. Voilà, c'est un peu l'idée de diffuser ces savoirs et ces informations. C'est une belle idée. C'est un beau moment pour diffuser nos savoirs et au plus grand nombre. On est bien d'accord là-dessus. Il y a Nanou qui a une question intéressante. Nanou qui demande, la vision à distance doit-elle répondre à une problématique ou est-ce une sortie de corps? Alors, la vision à distance, telle qu'on l'a décrit ici, répond à une problématique ou à une question ou à une information que l'on va aller chercher très précisément. C'est une manière de cadrer très précisément justement cette exploration de ce champ-là. Et ce que l'on appelle sortie de corps ou toute forme d'autre exploration est une autre manière d'explorer ce champ. Ok. Alors, il y a 2 petites questions sur les ateliers et puis après, il y a d'autres questions intéressantes aussi. Voilà, Martine et Judith, je te fais la question en un. On te demande si il faut être un habitué confirmé de la méditation pour pratiquer ces ateliers. Et Judith qui demande, voilà, est-ce que les ateliers sont à horaire fixe ou est-ce qu'on peut les faire à l'heure qui nous convient? Ok. Alors, pour la première question, non, justement, ces ateliers, c'est pour ça que j'ai volontairement dans cette conférence adopté un spectre large dans la manière dont j'ai présenté les choses. Il n'est pas besoin d'être déjà méditant, puisque le processus est destiné à des personnes qui ne sont pas forcément déjà dans une pratique de méditation.
Donc non, et il n'est pas utile, je l'ai bien exprimé, je le redis, de savoir dessiner non plus. Et la deuxième question, donc, c'était sur le... Ben non, puisque nous faisons abstraction de la contrainte du temps, les deux ateliers seront à horaire fixe, mais sont conçus de telle manière que si vous n'êtes pas disponible au moment de l'atelier, vous pouvez le voir en replay, sans limite de temps évidemment, et surtout je suis disponible pour des questions que vous auriez, que vous n'auriez pas pu poser lors de l'atelier parce que vous n'étiez pas en direct. Ok. Alors, il y a Martine qui demande, est-ce que le Reiki est utilisable pour travailler ses visions à distance? C'est marrant parce que j'aime bien cette question, enfin j'aime bien toutes les questions, mais cette question, elle me rappelle un dessin qui était fait, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est une des élèves de Michael Arner, c'est Sandra Ingerman, ou alors c'est un autre élève de Michael Arner, mais à un moment donné, ils étaient partis en exploration et eux, dans leur pratique chamanique, ramenaient des dessins. Et ce dessin est représenté dans un de ces livres et on y voit zone du Reiki. Donc dans les explorations, je ne sais plus si c'était le monde d'en bas, le monde du milieu ou le monde d'en haut, mais il y a la zone du Reiki. En fait, le Reiki, c'est une énergie. Et donc, comme on l'a vu, tout est en lien. Donc, toute forme d'énergie va être utilisée en fonction de votre ressenti propre, de votre vibration propre. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites des sessions en groupe, des personnes sur une même information ou un même univers exploré vont ressentir les choses de manière extrêmement diverse. Et on voit beaucoup ça dans les explorations en groupe, des personnes qui vont voir... alors là, je ne parle pas de la vision à distance, on parle plutôt des explorations chamaniques. Certains vont recevoir l'information en voyant des faits, d'autres en voyant des univers vraiment différents, des univers du futur. C'est-à-dire que, à l'instar du monde quantique, où chaque réalité est activée en fonction de l'observateur, eh bien, ce que l'on va pouvoir percevoir va l'être en fonction de notre propre vibration, de notre propre capacité d'observation. Donc, toute forme d'énergie fait partie de l'univers, y compris l'énergie du Reiki. Ok. Merci pour ta réponse. Claude qui demande, est-ce que ce n'est pas une expansion de conscience? Si, parfaitement. Ok. C'est une forme d'expansion de conscience qui nous relie à notre puissance intrinsèque. Et pourquoi je propose ce sujet-là aujourd'hui? C'est parce qu'il nous connecte à notre puissance intérieure. Et du coup, pour les temps qui viennent, là, comment est-ce que ça peut nous aider à mieux vivre tous ces temps-là qui voilà. arrivent? Oui, c'est ce que j'étais en train d'essayer de formuler. Je pense, j'aimerais prendre une image issue du monde artistique, pour le coup, de la photographie, puisque je pense que tout le monde a plus ou moins photographié, hein, ne serait-ce qu'avec les téléphones ces derniers temps. Ça parle à tout le monde, cette image. Moi, je dirais que l'année 2020 a été extrêmement contrastée. Le contraste en photographie, c'est quand l'ombre est très présente et la lumière est très présente également. Et donc, sur une photographie, un bon contraste, ça va amener l'harmonie. Or là, sur la planète, c'est extrêmement contrasté et on a la sensation que ça amène le chaos. Alors, est-ce que ça amène le chaos ou est-ce que ce chaos est une illusion? Bon, même s'il est bien physiquement présent.
Alors, il y a un mot qui est beaucoup ressorti dans un certain nombre de pays cette année, qui est très proche du mot emprisonnement. Et ce mot-là, il doit nous amener à prendre conscience que l'être humain ne peut pas être emprisonné. C'est ce qu'avait formulé Nelson Mandela, comme le Mahatma Gandhi à des époques différentes du XXe siècle, en disant qu'il ne s'était jamais senti aussi libre qu'entre les quatre murs de leur prison. Et en fait, cette prison leur avait fait prendre conscience justement de leur puissance intérieure et leur avait fait prendre conscience de cette capacité qu'a notre conscience d'aller au-delà des murs, au-delà du temps et de l'espace, et au-delà de toute forme d'emprisonnement. Et ils avaient pris conscience ainsi que le seul emprisonnement qui peut être effectif sur un être humain est l'emprisonnement dans ses propres croyances limitantes et dans ses propres peurs. Et donc, pratiquer la vision à distance, dont tout le monde est capable, dont tout être humain est capable, c'est aussi un moyen de reconnecter avec cette puissance intérieure. Et donc le voyage qu'on va faire maintenant dans un petit futur proche va être en lien avec ce que nous invite à faire cette situation. Et tout être humain, je pense, c'est ma perception sur la planète, va être confronté à ce choix. Est-ce qu'on fait le choix de la peur ou est-ce qu'on fait le choix de la sérénité ? Donc, c'est le petit voyage que je vous propose dans les minutes qui suivent, si vous n'avez pas d'autres questions et si vous êtes prêts à le faire. Eh ben justement, tu vois, c'est bien qu'on le fasse maintenant. Il y a Marie-Françoise qui dit qu'elle a rarement d'images, qu'elle a rarement de vision. Est-ce que cet atelier peut m'aider ? Eh ben du coup, le fait de faire cette visualisation, je sais pas comment tu vas l'appeler, mais cette vision à distance, ce petit exercice, ça peut permettre de se rendre compte justement comment ça fonctionne. Et il y avait un autre témoignage de Tiffane qui dit qu'elle avait déjà suivi des formations sur les annales akashiques, mais qu'elle n'avait pas réussi à accéder à des informations. Donc peut-être qu'une petite pratique comme celle que tu vas nous faire permettra aux personnes qui nous écoutent de peut-être mieux comprendre effectivement comment tu proposes ça et voir si ça déclenche quelque chose chez eux. Absolument. Alors, il faut savoir que tout le monde peut visualiser parce que tout le monde peut imaginer. Et c'est vrai que on a tellement baigné dans les univers féeriques des films qu'on est habitué à voir des images défiler devant nos yeux. Mais repensez au moment où, si vous avez aimé la lecture quand vous étiez enfant, vous lisiez, ou au moment où vous lisez, vous imaginez. Quand vous lisez une scène, vous l'imaginez. Si on vous décrit un éléphant rose, vous imaginez un éléphant rose. C'est ça, visualiser. Ce n'est pas voir vraiment, alors certains le voient, mais c'est assez rare. C'est imaginer. Quand on dit voir, quand on dit visualiser, c'est imaginer. Et si je vous décris une histoire, vous êtes capable de l'imaginer. Donc tout le monde est capable d'imaginer. Et là encore, ce qui peut freiner, ce sont nos propres limites, nos propres doutes. Donc d'où l'intérêt de laisser un petit peu aller, un petit peu aller. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est un petit voyage dans le temps par la conscience. Ce n'est pas à proprement parler de la vision à distance telle qu'on va la voir dans les ateliers. La différence, c'est que dans les ateliers, la vision à distance, on va vraiment définir une information précise à aller chercher. Là, ce que je vais vous proposer, c'est une petite exploration dans le futur proche. Super! Moi, je suis prête.
c'est vrai, tout le monde est prêt? Ouais. Alors, vous prenez une petite gorgée d'eau avant, si vous pouvez. Et sachant que l'eau peut être dynamisée par la simple intention, si ça part Ah oui. du cœur. Est-ce que, Muriel, tu veux bien remettre l'image de la montagne? Ça marche. Et je vais éteindre. Alors, nous allons nous installer confortablement dans la position que nous préférons, qui est le plus aisé pour nous. Nous allons fermer les yeux. Nous respirons lentement, profondément, au rythme que nous souhaitons. Au fur et à mesure que je vais parler, nous continuons nos respirations. Nous inspirons tranquillement par le nez. Nous expirons tranquillement par la bouche ou par le nez comme nous préférons, ce qui est le plus confortable pour nous. Nous allons prendre une première inspiration très profonde, aussi profonde que nous pouvons, pour faire rentrer l'air dans nos poumons, puis expirer lentement à notre rythme. Nous allons détendre le front, les sourcils. Nous détendons la mâchoire. Nous gardons la bouche fermée, mais les dents ne se touchent pas. Nous continuons nos respirations. Nous détendons la nuque. Nous détendons les épaules. Nous détendons les bras, les coudes, les mains, chaque doigt de chaque main, tout en continuant à respirer. Nous détendons le bas du dos, ainsi que toute la colonne vertébrale. Nos épaules se relâchent à nouveau. Nous continuons les respirations tranquillement. Nous détendons le bassin, le bas du dos, les jambes, les pieds. Nous continuons nos respirations tout en imaginant des racines qui partent de nos pieds jusqu'au centre de la terre. Nous continuons nos respirations en inspirant l'air, la lumière, la puissance qui vient de la terre. Au fur et à mesure que nous inspirons, respirons, inspirons, expirons, respirons, nous voyons que l'air que nous expirons commence à tournoyer sous forme de lumière tout autour de notre corps. Nous continuons ces respirations et continuons à voir l'air que nous expirons s'enrouler
à 1 mètre de notre corps, tout autour, pour créer comme une coque de protection de lumière. Nous continuons nos respirations tranquillement. Nous sommes détendus. Puis nous portons notre attention sur la zone tout autour de notre cœur et nous imaginons comme un soleil qui émane puissamment ses rayons tout autour de notre cœur. Ce soleil ne brûle pas et nous pouvons pénétrer à l'intérieur. C'est aussi l'intérieur de notre cœur subtil. Dans ce cœur, nous sommes protégés de toute influence qui n'est pas positive pour nous. Et nous imaginons ce palier qui ouvre un chemin. Sur ce palier, nous imaginons que nous laissons nos chaussures boueuses. Nous imaginons que nous troquons nos vêtements poussiéreux contre de nouveaux vêtements extrêmement confortables, qui sont soit blancs, soit colorés de couleurs vives ou pastel, de couleurs vibrantes, quelles qu'elles soient. Nous continuons nos respirations et nous commençons à marcher sur ce chemin qui nous emmène sans effort au sommet d'une montagne. Nous pouvons sentir la présence de la nature. Nous pouvons imaginer le chant des oiseaux, le vent sur notre peau, l'air pur que nous respirons, cet air qui nous régénère. Nous continuons à marcher et nous sommes au sommet de cette montagne. Nous voyons la vallée. La vallée est grise. La vallée est chaotique. Dans cette vallée, les énergies sont contrastées. Le temps est gris. Nous restons au sommet de cette montagne et nous imaginons, nous voyons, nous percevons le ciel bleu, la vue lointaine au-delà de l'horizon, le soleil qui brille, réchauffe, sans brûler. Nous continuons à respirer cet air pur. Nous voyons le chaos en bas, sans le juger. Nous l'observons. Puis nous focalisons notre attention sur un premier oiseau qui s'élève du chaos. Il est multicolore. Un deuxième oiseau s'élève et s'envole de cette vallée grise. Un troisième oiseau
s'envolent et peu à peu, une multitude d'oiseaux joyeux s'envolent dans les airs, tournoient. Nous suivons ces oiseaux, nous focalisons notre attention sur ces oiseaux multicolores, nous admirons leur plumage, leurs cris joyeux, leurs chants. Puis nous continuons sur le chemin au sommet de la montagne. Nous apprécions la verdure, la nature avec laquelle nous restons en connexion. Et nous voilà arrivés devant une bifurcation. Nous avons le choix entre deux chemins. Au milieu est inscrit un panneau 2021. Nous voilà donc dans l'année 2021, au tout début de l'année 2021. Et ce chemin se divise en deux possibilités. Le premier chemin sur la gauche redescend dans la vallée. Le second chemin continue au sommet de la montagne. Il est facile à prendre. Si nous prenons ce chemin, il ouvre la voie à une possibilité pour toutes les personnes qui se situent encore dans la vallée de rejoindre ce chemin. Ce chemin nous mène aux années 2021, 2022, 2023, 2024 et aux suivantes. Sur ce chemin, nous avons la possibilité de créer la vie que nous souhaitons. Cette vie que nous souhaitons est basée uniquement sur la contribution. La compétition reste dans la vallée. Cette vie que nous créons sur ce nouveau chemin est basée sur les échanges du cœur. Si nous prenons ce chemin, alors nous l'ouvrons à tous ceux qui choisiront de le rejoindre et qui sont encore dans la vallée. Je vous invite à continuer sur ce chemin et à en voir, à en imaginer le paysage. C'est un paysage où la nature et les animaux bienveillants sont omniprésents. C'est un paysage où la joie est omniprésente. Il est facile de prendre ce chemin et d'inviter toute personne encore engluée dans la dualité, dans la vallée, de nous y rejoindre. Je vous laisse vous reposer quelques instants ou beaucoup plus longtemps dans ce paysage. Nous continuons les respirations
nous profitons encore quelques instants de cet air pur et purifié. Puis nous pouvons nous relever et revenir dans l'instant présent, sachant que nous pouvons revenir au sommet de cette montagne quand nous le souhaitons. Nous prenons quelques respirations profondes, puis quand nous sommes prêts, nous envoyons une grande expiration jusqu'à la pointe de nos pieds et nous pourrons ouvrir les yeux. Je vous invite à partager vos ressentis sur cette méditation. Alors écoute, je vais commencer en attendant que peut-être tout le monde revienne. Moi déjà, j'ai beaucoup bâillé, beaucoup bâillé. J'ai trouvé que les images avec enfin pas les images, mais que les oiseaux étaient magnifiques. Et après, quand tu nous as mis sur le chemin de 2021, moi au début le chemin était un peu sombre. Plus on avançait dans le temps, plus c'était lumineux. Mais il a fallu que je fasse un effort pour faire ce que tu nous proposais à la fin, de mettre un environnement joyeux et lumineux. Parce qu'au début, ça l'était moins. D'accord. D'accord. Eh bien, en attendant que d'autres participants partagent leurs ressentis, je voudrais insister sur la puissance de la focalisation. Les oiseaux, en fait, dans un paysage, pour qu'un paysage soit harmonieux, c'est le cas dans la peinture, dans toute forme d'art, eh bien, il faut que l'on fasse ressortir la beauté. Et donc, pour se focaliser, pour faire ressortir la beauté, on doit se focaliser dessus. C'est ce que nous invite à faire cette méditation. Parce que lorsque on se focalise vraiment sur la beauté, eh bien, comme on l'a vu, à un niveau quantique, on active les possibilités en lien avec cette beauté. C'est pourquoi on va être invité maintenant à vraiment se focaliser sur le positif et à ne pas tomber dans le piège de la colère ou de la peur. C'est ce que nous invite à faire cette méditation. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Alors écoute, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui te remercient et qui disent qu'elles ont fortement apprécié, très fortement apprécié la méditation. Donc je vais te lire quelques témoignages. J'ai Kat qui dit: j'ai adoré, j'ai retrouvé des animaux sauvages en liberté et le paysage était magnifique. Je voyais en parallèle comme des taches de couleur, sensation de légèreté. Oh, c'est super. Jacqueline qui dit: ce chemin était vraiment lumière et joie et partage. Sandra qui dit: merci, bâillement. Dans la vallée, c'était très sombre. Laurence, tu vois, très belle ascension pour moi, très apaisante. Judith, beaucoup de bien-être, plein d'animaux, dans une forêt, une cascade. Fatoumata qui dit: j'ai presque vu ce que je deviendrai en 2021, c'est incroyable. Cool.
Ah, et Joss qui nous dit qui te remercie pour le voyage, c'était très agréable, mais pas envie de redescendre. Mais ne redescends pas. On peut rester dans cette énergie-là? Cette énergie-là est avec nous. Ok. Il suffit de la rappeler à notre souvenir, comme quand vous rappelez un souvenir de l'anniversaire de vos 16 ans. Alors on peut aussi refaire la méditation. Ce chemin joyeux, lumineux, c'est nous qui l'activons et c'est nous tous qui allons l'activer. L'humanité est en train de l'activer. Donc oui, on peut rester les pieds sur terre, vivre notre quotidien, mais la conscience voyage comme elle veut. Et c'est important, c'est ce qu'on a fait au début, de bien s'ancrer. C'est important pour l'équilibre. Joss, elle dit j'y suis, j'y reste. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça qui fait que nous pouvons éviter le piège de la colère ou le piège de la peur. C'est-à-dire que parvenir à garder de la distance avec ce qui peut se passer, c'est rester ancré pendant la tempête. Et c'est cela même qui va permettre aux autres de pouvoir passer le cap d'une tempête. Donc c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher notre manière de rayonner dans ces territoires-là. Ok. Alors il y a beaucoup de témoignages. Là pour le coup, c'est chouette, hein, vraiment des très beaux témoignages. Tu vois, Joss qui dit les oiseaux multicolores se sont transformés en phénix. Caroline qui dit magnifique expérience, beaucoup de joie et d'amour au bout du chemin. Je sais qu'on m'y attend et j'ai hâte d'y retourner. Chantal, beaucoup d'espoir d'un monde meilleur. Tous ensemble, nous parviendrons à modifier les comportements. Et il y a quelques commentaires qui demandent ce qui se passe si on s'endort, si on suit pas le fil et qu'à un moment donné on s'endort. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que quand même il se passe quelque chose ou qu'est-ce que tu en penses? Alors, quand on s'endort, on passe dans un état modifié de conscience. Donc, une partie de nous-mêmes continue le voyage. Donc, notre mental est frustré parce que c'est comme si on avait raté une partie du film, mais l'effet est exactement le même. Et on peut d'ailleurs refaire la méditation à un moment donné où, quand on s'endort, on lâche prise aussi. Hein. Alors, je te lis encore un témoignage. C'est toujours Joss qui... Vous êtes nombreux à témoigner. Hein. Je peux malheureusement pas tout lire, mais tous vos témoignages vont dans le même sens. Que des très beaux voyages que vous avez faits. Et Joss qui dit, les oiseaux magnifiques se sont transformés en phénix. Ils sont montés en lumière vers le ciel. Et sur le chemin des années futures, les gens de la vallée étaient joyeux. Toutes sortes d'animaux féeriques. Waouh, merci. Ah, cool. Alors là, je suis contente. Ouais, que des beaux témoignages. Vraiment, les gens ont fait des beaux voyages. Et alors, du coup, par rapport à ce qu'on va faire en atelier, qu'est-ce que, voilà, on peut dire que les personnes qui ont vu, et même celles qui n'ont peut-être pas vu, parce que peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être qu'elles étaient un peu fatiguées, peut-être que plein de choses. Du coup, est-ce que c'est un avant-goût de ce qu'on va faire mardi prochain? Oui. Alors, oui. Comment dire? C'est ce type de méditation guidée qui va être utilisé comme un raccourci pour la vision à distance. Ok. Absolument. Et pour les personnes qui n'ont pas vu ce soir, alors, qui n'ont pas eu d'image ce soir, est-ce que tu leur conseilles de venir si elles le souhaitent? Est-ce que c'est différent? En fait,
notre atelier va être focalisé sur la vision à distance, c'est-à-dire dans un aspect pratique. L'idée, ça va être d'être capable d'aller chercher des informations précises. Donc, ce que nous avons fait là, c'est plus un voyage dans le temps. C'est une des applications possibles. Mais l'atelier va vraiment être focalisé sur le fait d'aller chercher des informations précises et de les ramener en dessin. C'est-à-dire que quand on pratique la vision à distance, on n'est pas en état de méditation comme nous l'avons été là. On n'a pas besoin de rentrer dans cet état aussi profondément. Donc, quand on pratique la vision à distance, on est assis, on garde les yeux ouverts, donc c'est très différent. Mais avant cela, on fait ce type de méditation pour lâcher prise. Donc il y a 2 phases dans le processus. Il y a une phase où on va s'entraîner par des respirations et par des méditations. Et puis une deuxième phase où on va chercher l'information et où on la dessine. Mais pour cette phase-là, on n'a pas besoin d'être en méditation telle que nous l'avons fait là maintenant. Ok. Ok. Ben, écoute, Valérie, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est tous pleins de très belles vibrations avec ce joli voyage que tu nous as fait faire. Voilà, on a expliqué les ateliers tout à l'heure. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, l'offre est en ligne. Vous la recevrez aussi dans le replay. Donc vous pourrez vous inscrire. Le premier atelier a lieu le mardi 10 novembre à 20h et le suivant le mardi 17 novembre à 20h. Et évidemment, si vous n'êtes pas là en direct, vous pourrez le suivre après en replay. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est bien qu'on reste sur ces belles énergies-là et puis qu'on se revoit pour ceux qui le souhaitent lors de ces ateliers, parce que là je trouve qu'on plane un peu tous et c'est chouette, ça fait du bien. J'ai envie de retourner voir mes oiseaux multicolores. Alors, venez-y chaque fois que vous en avez envie. C'est vraiment l'idée. Génial. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie. Avec grand plaisir Valérie, j'ai été ravie de t'accompagner ce soir. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aussi ce soir. Donc vous recevrez le lien du replay probablement ce soir ou demain pour pouvoir revisionner cette jolie conférence. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire pour les ateliers avec Valérie. On sera ensemble le mardi 10 et le mardi 17 novembre à 20h pour expérimenter d'une manière pratique cette fois-ci cette vision à distance. Je vous souhaite à tous et à tous une très très belle soirée dans ces très très belles énergies, dans ce joli monde qu'on vient d'explorer. Profitez bien. Merci encore Valérie et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.